Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la rétrospective 2019 du continent africain. De l'Afrique du Nord à l'Afrique australe, en passant par l'Afrique de l'Ouest, quels sont les événements et les personnalités qui ont marqué l'actualité régionale, sans oublier les perspectives, quel agenda pour l'Afrique en 2020. Nous ferons aussi le bilan économique du continent avec Marwan Benyamed, directeur de publication de Jeune Afrique. Pour ce dernier numéro de l'année 2019, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Lil Nikes Ndielbin, sociologue, et Valentin Bongagne, journaliste et aussi directeur d'émergence économique. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci. Alors avant de refaire l'année 2019 de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, à vos côtés messieurs, nous allons prendre en ligne Marwan Benyamed, le directeur de publication de Jeune Afrique, pour évoquer bien finalement l'année économique du continent. Bonjour Marwan Benyamed. De manière globale, quelles ont été les économies les plus compétitives sur le continent en 2019 ? Disons que 2019 a été une année plutôt bonne pour l'ensemble du continent africain, avec une moyenne globale de croissance de plus de 2,5%. Parmi les économies les plus dynamiques et les plus attractives, on retrouve 4 pays qui sont parmi même les plus dynamiques au monde. La Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana et le Rwanda, auxquels on peut ajouter le Kenya, Maurice, le Botswana, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Il faut quand même se dire que malgré tout ça, les poids lourds du continent que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola et l'Algérie, les économies les plus importantes, elles ont été relativement fragiles ou ont connu une croissance qui n'est pas à la hauteur en tout cas de leur potentiel. La croissance en Afrique n'est pas inclusive. Quels sont les obstacles à surmonter pour y remédier ? C'est aux dirigeants africains d'imposer des règles pour que la croissance, qui peut être sur un plan macroéconomique très importante, c'est notamment le cas en Côte d'Ivoire avec une croissance d'environ 7%, ça suppose donc une bonne gouvernance des dirigeants qui imposent des règles pour que cette croissance profite à tous. Ça suppose un véritable état de droit, la fin des économies de rente, c'est-à-dire d'imposer une transformation locale qui permet de créer de l'emploi, notamment si on prend le cas de la Côte d'Ivoire sur la production de café et de cacao, plutôt d'exporter ce cacao brut. La Côte d'Ivoire a tout intérêt à le transformer localement, ce qui créerait de nombreux emplois. L'autre règle aussi, c'est que les opérateurs étrangers qui viennent s'implanter dans les différents pays et participer à son activité économique doivent transférer leurs compétences auprès des populations locales, ce qui leur permet d'apprendre pour ensuite faire elles-mêmes sans avoir justement recours à ces grandes entreprises étrangères. Les pays de l'Union africaine ont lancé le 7 juillet 2019 l'AZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif central de l'agenda 2063 de l'UA est la création d'un label Made in Africa. Quels seront les avantages de ce label pour les populations africaines ? Au-delà du label lui-même, il s'agit évidemment de favoriser le développement de chaînes de valeur sur le continent pour permettre à ce dernier de mieux profiter de ses propres richesses. Si on prend un exemple que les Ivoiriens connaissent bien, 90% de la valeur ajoutée de l'industrie mondiale du cacao, c'est-à-dire le chocolat, les pâtes, les poudres ou le beurre de cacao, échappe aujourd'hui aux pays producteurs. L'objectif du label, c'est donc de permettre à l'Afrique de mieux s'intégrer dans la mondialisation. C'est un label qui est garanti et contrôlé par la Commission de l'Union africaine et dont pourraient bénéficier des marchandises produites en partie ou entièrement sur le continent. Il y a encore un certain nombre de critères évidemment à définir. C'est le cas, d'ailleurs ça existe un peu partout, c'est le Made in France, le Made in America. Ça permet aussi de lutter contre les importations déguisées, de transformer localement et évidemment pour les consommateurs, c'est la garantie de produits qui soient plus proches de leurs attentes, plus proches du marché sur lequel ils évoluent. Alors la 8e édition du forum de l'Africa Forum CEO se tiendra les 9 et 10 mars 2020 à Abidjan, avec pour thématique la responsabilité sociétale des entreprises. En quoi cela est-il un défi pour le secteur privé ? Dans ce
mondiale, ça ne concerne pas que l'Afrique. La croissance des inégalités, l'émergence du risque climatique, les révolutions technologiques et la résurgence du protectionnisme un peu partout dans le monde sont les 4 faits majeurs auxquels le secteur privé doit se confronter. Elles touchent chacune à leur manière tous les secteurs de l'économie et les entreprises sont de toute façon confrontées à ces bouleversements. Et donc elles se doivent de participer plus activement au moment de réflexion actuelle sur, disons, le capitalisme et le bien commun. Et c'est-à-dire en fait concrètement montrer qu'il est possible de faire des affaires mais de faire le bien en même temps. C'est un enjeu de développement durable pour tout le monde, où on doit prendre en compte le bien-être des salariés, la prise en compte des problématiques qui sont liées à l'environnement et qui sont de plus en plus fortes. Et donc évidemment, encore une fois, faire du business et faire les choses bien ne sont pas incompatibles. Alors, dernière question. En 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques. L'Afrique a-t-elle réellement la capacité de répondre à ces défis? Elle est très large, on parle de 2063. Évidemment que l'Afrique est capable de le faire, c'est une question de volonté politique, on en revient à la gouvernance. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont très nombreux, il est vrai, mais qui, sur le fond, en fait, sont très logiques et normaux. Le niveau de vie, la qualité de vie des populations, la bonne santé, la formation, des économies structurellement transformées, une agriculture moderne, une économie bleue pour une croissance économique accélérée, là je cite les différents objectifs, une Afrique unie, etc., des infrastructures de classe internationale sur le continent, les principes de démocratie, tout ça c'est tout à fait normal, tout à fait logique, et rien n'empêche les différents pays africains de pouvoir les atteindre. Encore une fois, c'est une simple question de volonté politique et après de mise en place d'un certain nombre d'outils pour piloter les politiques qui seront menées pour atteindre ces différents objectifs. Alors en 2020, ailleurs dans le monde, des Jeunes Afrique s'associent pour mieux informer les populations. Merci à vous. On se félicite également de notre côté de ce partenariat. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble des différents thèmes d'actualité qui peuvent intéresser la Côte d'Ivoire et je profite de l'occasion. La rédaction de Jeune Afrique présente ses meilleurs vœux à l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens et on a hâte de se retrouver sur votre antenne. Merci Marouane Ben Diamed. Alors messieurs, nous allons démarrer avec l'Afrique du Nord qui a connu 2 élections présidentielles. On parlait la semaine dernière de l'Algérie ici même, donc on va parler plutôt de la Tunisie, qui a eu sa deuxième élection présidentielle depuis les printemps arabes de 2011. Quel est le paysage politique actuel de la Tunisie depuis le décès de son ancien président? Valentin. Oui, avant de commencer, permettez que dans la lignée de Marouane Ben Diamed, que l'émergence économique du groupe Fraternité Matin souhaite également tous ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple ivoirien, à l'ensemble de ses lecteurs, ses annonceurs, ses partenaires éventuels que peuvent être notamment la RTI. Alors pour revenir donc à l'actualité en Tunisie, il faut dire que depuis le déclenchement de ce qu'on a appelé la révolution du jasmin pour commencer, puis la révolution tout court, eh bien la situation politique est très fragile et très chancelante et très instable. Vous avez bien souligné tout à l'heure le fait qu'on en était cette année à la 2e élection présidentielle, mais on ne sent pas qu'il y ait eu un changement de fond au plan politique. Certes, il y a eu davantage de liberté politique avec une explosion dans la création des partis politiques et autres organisations, mais cela n'a pas entraîné un changement de fond dans la façon de faire la politique en Tunisie, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a senti avec la dernière élection un peu comme un rejet de la classe politique traditionnelle, qui est marquée notamment par l'accession au pouvoir, l'ascension puis l'accession au pouvoir du président actuel, et qui était inconnu avant 3 ou 4 mois avant l'élection. Donc on a cette dichotomie
en même temps une explosion au niveau des partis politiques qui sont en plus grand nombre, une explosion de la scène, une occupation de la scène politique par davantage de partis qui donnent le sentiment d'un jeu politique ouvert, mais à contrario, on trouve également beaucoup de pesanteurs, comme on l'a remarqué avec une élection présidentielle où le deuxième arrivé en tête qui devait affronter le candidat final n'est sorti de prison qu'à 48 ou 72 heures avant le début du scrutin. Docteur Lille, j'aimerais interroger le sociologue. On parlait des printemps arabes qui ont fini par être nommés l'hiver islamiste. Expliquez-nous en fait ce phénomène. Comment les changements, les révolutions s'imprègnent définitivement ou apparaissent concrètement dans le paysage politique d'un pays? Il faut du temps, je suppose. Oui, bien sûr. Pour nous sociologues, la société ne change que par ses propres contradictions, pas par décret. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans la manière dont les peuples sont gouvernés, la manière dont ils sont impliqués dans leur propre histoire, la manière dont ils sont acteurs ou spectateurs de leur histoire, à un moment donné, ils décident de prendre leur destinée en main. On l'a vu, c'est parti d'un fait divers, un jeune qui s'est immolé, et ça a donné tout ce que ça a donné. De telle sorte que la deuxième élection, c'est vrai qu'il y avait le côté islamiste qui s'est mêlé au jeu politique, mais à l'arrivée, celui qui a été élu et qui est un enseignant d'université, un enseignant de droit, qu'on estime assez austère, hors du système, pas connu, etc., etc., parce que le dernier challenger était un homme d'affaires, mais ayant appartenu au système, et c'est ce qui lui a valu d'être en prison au moment de donner l'illusion peut-être à la population que la politique avait changé. Quand on regarde, je veux dire qu'il y a une lueur d'espoir, parce que de notoriété publique, et je pense que c'est ce qui donne toute la calmie jusqu'aujourd'hui, on se dit que c'est quelqu'un qui n'a pas, en tant que tel, de manière traçable, appartenu au système. De telle sorte que le peuple a initié en général sa révolution. Cette révolution-là a toujours besoin de temps, parce qu'il y a une loi naturelle en général en matière de révolution, c'est que la révolution mange ses enfants. Ça s'est passé à Che Guevara, ça s'est passé à beaucoup de gens. C'est-à-dire que ceux qui initient, ceux qui sont, entre guillemets, qui y croient le plus, sont ceux qui sortent les plus perdants en général. Et donc, d'une manière ou d'une autre, le système, on a beau chercher à l'éliminer, comme disait Giscard d'Estaing en 1979, le capitalisme a un œsophage assez immense. Donc, d'une manière ou d'une autre, le système se bat toujours pour se repositionner. Alors, on va parler un peu de la Libye. L'armée nationale libyenne a lancé des offensives visant à prendre le contrôle du sud-ouest du pays. Quelles sont actuellement les forces en présence dans ce bourbier libyen dans lequel on n'y comprend plus grand-chose, Valentin? Ce sont des forces très disparates, hétérogènes, dont on ne connaît pas les véritables agendas, d'autant plus qu'il y a de fortes implications extérieures, avouées ou non avouées. Vous avez l'Occident qui intervient d'une manière ou d'une autre, puisque de toute façon, pendant que tout est instable en Tunisie, les exportations de pétrole continuent vers l'Occident essentiellement. Donc, il y a ces intrusions étrangères, il y a cette intrusion probablement assumée de la Turquie à qui on a fait appel désormais pour pouvoir, l'un des camps en présence a fait appel. Il y a toutes ces intrusions extérieures qui compliquent davantage le jeu en Libye et fait en sorte qu'il n'y a pas de lisibilité aujourd'hui. Vous avez un gouvernement soi-disant d'unité nationale centrale qui est reconnu par la communauté internationale, mais qui n'a pas d'emprise, même pas sur 40% du pays. Puis vous avez la faction du général Haftar, vous avez plusieurs groupes également dans la partie méridionale du pays qui s'entre-déchirent sans qu'on sache véritablement quels sont les agendas. Et plus grave, parce qu'il faut aussi qu'on fasse le lien avec tout ce que cela comporte comme excroissance, comme développement autour de nous dans la région sahélo-sahélienne. Notamment, vous avez cet esclavage qui a réjailli et dont on parle peu. Pratiquement aucun chef d'État africain n'en parle, alors que c'est un phénomène grave. Fait lors du sommet UE-UA, mais on n'a même pas eu les recommandations, in fine. Docteur Lille, notamment sur l'esclavage. Quand un État faillit, comme l'État libyen actuellement, doit-on craindre le pire, et notamment l'esclavage? Bien, je pense que des voix plus autorisées l'ont déjà dit et il a dit. La déliquescence d'un État n'est jamais à souhaiter. Surtout un État aussi puissant qu'était la Libye, aussi riche qu'était la Libye, qui a connu pratiquement 40 années de gestion assez, on peut dire entre guillemets, assez encadrée. Je veux dire qu'après, ça laisse libre cours à toutes sortes de trafics, y compris le trafic humain.
Et le pire, comme il a dit, beaucoup de pays sous le couvert de la communauté internationale, alors qu'on sait que c'est une affaire d'intérêt, aggrave la situation. Sinon, officiellement, on dirait qu'il y a deux forces, Tripoli et le général Haftar. Mais ça, c'est toujours lié au jeu d'intérêt que ces pays-là en jouent entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par le jeu de vente des armes, par le jeu d'accaparement du pétrole, à la fin, ça peut être des guerres ou des guérillas, mais je veux dire, en même temps, ça crée aussi pas mal de groupes qui, eux, acceptent de faire la guerre, font la guerre, mais véritablement, en matière, bon, le dégât collatéral, comme vous l'avez dit, c'est l'esclavage. Parce que tout ça a besoin de trafic, de gens à utiliser, de gens pour faire la guerre, de gens pour... La main-d'œuvre. De main-d'œuvre, plus ou moins. Bon, voilà, puisque ce n'est pas une guerre conventionnelle. Donc, tout ce qu'on peut attraper par-ci, par-là, les obliger, les manipuler, ça fera partie de l'affaire. Bon, on va malheureusement encore parler d'esclavage avec la Mauritanie, mais d'abord la situation politique de la Mauritanie qui a aussi connu une élection présidentielle en 2019. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, a gagné malgré de nombreuses contestations. Peut-on parler d'accalmie depuis juillet, depuis son élection, qui avait cristallisé beaucoup de tensions? C'est une accalmie toute relative, hein, parce que vous savez que la Mauritanie n'est pas non plus un pays connu pour une grande stabilité, même si au cours des 2 années de mandat du précédent chef d'État, on a assisté quand même à une sorte d'accalmie. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est des déchirures au sein même du parti de l'ancien président qui a fait élire l'actuel président. Déjà, les scissions ont commencé. Oui, c'est un scénario à la russe. Oui, l'actualité récente, c'est l'ancien président qui estime qu'on n'a pas à le mettre de côté, qu'il a été mis de côté par le parti qui veut se débarrasser de lui. Donc il faut craindre qu'il y ait des luttes intestines qui par la suite réjaillissent donc, sur la scène politique nationale. Alors je le disais, la Mauritanie connaît beaucoup de cas d'esclavage, qui représentent quasiment 2% de la population, ce qui est énorme, hein. Nous sommes en 2019. Pourquoi cette pratique est-elle tenace? C'est une tradition? Comment vous l'expliquez? Oui, je pense que c'est ancestral. D'ailleurs, si vous regardez dans les langues arabes, la couleur noire, le noir, effectivement, dans leur représentation, dans leur perception, est élément de rejet, d'anathème, de bassesse, d'abjection, etc. De telle sorte que, vous le dites, nous sommes en 2019, mais c'est toujours à nous de mener ce combat d'arrachage, parce qu'on ne peut pas, en pleine Afrique, toujours passer notre temps à nous plaindre ou à dénoncer. Et pourtant, ça se passe devant nos yeux, parce que même souvent dans les pays qui ne sont pas forcément la Mauritanie, dans les boutiques mauritaniennes, c'est souvent celui qui a le teint noir, qui fait le thé, qui vend les articles, pendant que les autres se prélassent. Donc je veux dire qu'on n'a pas besoin d'aller s'alarmer en Mauritanie, eux qui croient dur comme fait que c'est une tradition, que bon, presque tout le Grand Maghreb partage cela avec l'Orient, que tout ce qui est noir, ça vient peut-être du mythe d'Abel et Caïn déjà, puisque Caïn était censé être plus foncé qu'Abel. Donc de là, puisque vous cherchez les origines, hein, anthropologiquement on doute, mais déjà ces mythes et légendes-là font qu'à un moment donné, tout ce qui est noir porte pratiquement le sceau de ce qui doit servir ce qui est blanc. Blanc étant pur et innocent. De telle sorte que si on veut vraiment chercher les origines, c'est compliqué, mais au moins c'est une piste. Fatim, si vous permettez, je pense que l'erreur qu'on commet de plus en plus, c'est de considérer cet esclavage-là, on en parle aujourd'hui en Libye, comme un épiphénomène. C'est ce qui est grave. Nous sommes en train d'entrer dans une phase de banalisation de ce qui, ailleurs, est perçu comme un crime grave contre l'humanité. Et que font les Africains? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a l'impression que ça se passe en Libye, c'est très loin de nous, mais ça va devenir de plus en plus une donnée structurante de l'imaginaire nord-africain et même de l'imaginaire autour, puisque tout le monde va finir par se rendre compte que on peut traiter quelqu'un, on peut le prendre comme captif, le prendre en esclavage sans que personne ne réagisse. Que faisons-nous? Très bonne question, mais on consacrera une émission à la Mauritanie et puis à l'esclavage en 2020. On va s'intéresser à l'Afrique de l'Ouest, hein, qui malheureusement a connu une année entachée par le terrorisme. Surtout, on a aussi les questions monétaires, on va y revenir. Le franc CFA, est-ce la fin? À vous de nous le dire. Déjà, Dr Lille, pareil, le sociologue, peut-il nous dire pourquoi le franc CFA cristallise tant de tensions?
C'est sa symbolique? Oui, c'est la symbolique de la colonisation, la symbolique de la domination, la symbolique de l'accaparement des richesses de l'Afrique, la symbolique d'être gouverné, d'avoir sa monnaie qui est fabriquée ailleurs, pratiquement d'avoir sa politique qui est dictée, parce que si vos réserves financières ne sont pas entièrement en votre possession, ne viennent pas de vous, en général, les choix politiques, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'attractivité. Donc, à un moment donné, c'est eux qui disent ce qui est attractif ou pas. Donc, effectivement, ça ne peut que cristalliser parce que de son appellation colonie, etc., jusqu'à aujourd'hui, peu importe, mais parce qu'il faut savoir que la monnaie n'est pas nouvelle avec le franc CFA, parce que déjà, l'Afrique traditionnelle, elle a les cauris, les onces d'or. Nous, on a connu la monnaie avant les Blancs. Donc, les mécanismes de maîtrise de la monnaie ne sont pas forcément venus d'ailleurs, mais cette monnaie que nous utilisons et qui nous a servi, c'est peut-être celle-là qui, véritablement, le jour où on nous dit qu'elle n'est plus, à tort ou à raison et dans quelles conditions, je pense que dans un premier temps, cela peut flatter notre ego, mais il faudra qu'on reste très lucide quant à ce qui pourrait se passer par ailleurs. Alors justement, Valentin, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé cette semaine en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron un accord conclu pour réformer le franc CFA qui deviendra l'éco et conservera une parité fixe avec l'euro. Quelles sont les conséquences très concrètement de cette décision? Bon, il faut dire, Fatim, qu'on n'a pas le contenu exact de ce qui va se faire par la suite. Vous savez, en matière de monnaie, il faut sortir de l'émotionnel. Il faut sortir de l'émotionnel. Il y a eu la dimension symbolique dont parlait le docteur Elie tout à l'heure, cette dimension symbolique liée au fait que c'est un franc qui s'appelait en réalité franc des colonies françaises d'Afrique et que pendant plus de 60 ans, nous sommes restés avec un franc des colonies françaises d'Afrique transformé en franc des communautés, bref, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. On est resté avec ça sans que cela ne gêne personne. C'est vrai qu'il y a eu à un certain moment un activisme qui a ressurgi en Afrique pour pouvoir mettre fin à cette forme de servitude monétaire. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais jusqu'ici, cela n'avait pas évolué vers quelque chose de concret. Bon, aujourd'hui, on annonce l'éco. Il faut dire que l'annonce n'est pas récente. Il y a eu un sommet de la CEDEAO récemment qui a acté l'avènement de l'éco et en disant qu'il fallait des critères de convergence. Déjà, ceux qui pouvaient les remplir entreraient directement dans la zone. Mais aujourd'hui, encore une fois, avant de se prononcer, il faut savoir quel est le contenu exact des accords qui sont pris. Nous n'en savons pas grand-chose au stade actuel, mais je pense que les négociations se poursuivent et on en saura davantage, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il faut dire que le lien entre la monnaie et le développement est bien établi et qu'on comprend mal qu'il y ait une monnaie qui soit adossée à une autre, qui ait une fixité pendant des décennies. Ça, c'est pratiquement inconcevable au plan de la science économique parce qu'on sait qu'il y a des dévaluations compétitives par lesquelles il faut procéder de temps à autre pour pouvoir affiner sa politique économique, sa politique monétaire. Mais déjà, on était quand même surpris de cette annonce. Il faut qu'on regarde les choses de près et en profondeur. Parce que, comme dirait l'autre, ce serait trop beau pour être vrai. Et c'est pour ça que quand on a donné, il faut voir si les deux mains sont ouvertes. Dernier mot, Valentin. Oui, comme je disais, sur la question de la monnaie, sur la question de l'éco, la CEDEAO a déjà statué sur le fait, et ce n'est même pas nouveau, c'est depuis les années 2000 qu'on parle de monnaie commune ouest-africaine qui doit prendre la place des autres monnaies. C'était prévu une évolution en 2 tranches. Les pays de l'UEMOA ayant déjà une monnaie commune devaient attendre que les autres pays n'ayant pas le franc CFA en monnaie commune puissent également créer leur zone monétaire à eux. Au terme duquel processus, les deux devaient se rejoindre pour créer donc l'éco, une monnaie commune. Bon, aujourd'hui, la CEDEAO a annoncé cet éco. Il y a eu cette annonce faite récemment par les 2 chefs d'État français et ivoiriens. Est-ce que c'est le même contenu? Encore une fois, nous n'en savons rien. Il faut attendre de voir qu'est-ce que cela recouvre. Lorsqu'on dit qu'on ne remet plus les réserves, la moitié de nos réserves au Trésor français, où les dépose-t-on? On les dépose forcément quelque part. Celui qui va garantir la convertibilité de la monnaie, quel est le prix à payer? C'est autant de questions qui restent en suspens et qu'il faudra résoudre. Donc, il reste encore beaucoup de questions. Beaucoup de chemin. La question elle-même. Peut-être aussi une autre question. À partir d'aujourd'hui, on aura les 50. Mais qu'en est-il des 50% des 60 ans aussi? Voilà. Elles sont nous, voyez-vous? Alors, on pose la question
aux personnes cas, bien indiquées. Le débat reste ouvert sur le franc CFA. Le débat reste ouvert. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour toutes vos participations depuis le début de cette saison. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie de la rétrospective 2019 du continent africain. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et on se quitte non pas avec une citation cette fois-ci, mais avec le tour du monde en images de l'année 2019. This is not the New Zealand that any of us know. To serve the country I love. To serve the country I love.